Un millionnaire entend des jumelles supplier qu'on leur fasse crédit pour du pain, et il fait l'impossible. Et si une rencontre fortuite dans une épicerie pouvait bouleverser non seulement la vie de ceux à qui tu viens en aide, mais aussi la tienne? Voici l'histoire d'un homme qui a trouvé un foyer là où il n'avait jamais cherché, et de la manière discrète dont la bonté peut parfois se manifester. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires de quelle partie du monde vous regardez cette vidéo. La voix du vendeur était dure mais fatiguée, pas méchante, simplement détachée. 2 filles d'environ 9 ans se tenaient devant le comptoir, serrant une miche de pain dans leurs mains. Elles étaient comme le reflet l'une de l'autre, même veste aux coutures usées, même nez rougi, et dans leurs yeux, une fatigue bien trop adulte. Mais surtout, dans leur voix, il n'y avait ni supplication ni caprice, juste une tentative désespérée de parler calmement. Nous rapporterons l'argent, c'est promis. C'est juste que notre maman est très malade. Le vendeur détourna les yeux. Il avait déjà entendu cela. Chaque hiver. Le silence s'installa dans le magasin. Soudain, contre toute attente, un homme s'avança depuis le rayon. Grand, discret, dans un manteau impeccable. Jusqu'alors, il était simplement resté devant le frigo à eau minérale. Il ne savait même pas pourquoi il était entré dans le magasin, il passait juste par là. Combien pour le pain? Le vendeur fut pris au dépourvu. 26. L'homme posa 500 sur le comptoir. Sans un mot. C'est trop, dit doucement l'une des filles. Ce n'est rien. Prenez autre chose aussi. Du kéfir peut-être? Elles prirent, non pas parce qu'elles comprenaient, mais parce qu'il les regardait sans condescendance, sans pitié, juste comme quelqu'un qui était là. Cet homme s'appelait Dylan Carter. Il avait 33 ans. Il possédait 2 chaînes d'hôtels, une société d'investissement, et 2 voitures, l'une d'elles était si chère qu'elle avait été volée 3 fois en un an. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, il fit quelque chose qui ne relevait ni de la logique ni du calcul, mais simplement d'un élan qu'il ne put ignorer. Une demi-heure plus tard, il se tenait devant la baie vitrée de son Pentouse. Tout était comme toujours, propre, stylé, impeccable et mort. Sur la table basse, la presse quotidienne, remplie d'articles sur une nouvelle acquisition. Dans la cuisine, une machine à café meilleure que n'importe quel barista. Dans le couloir, des agents de sécurité dont il ne connaissait même pas les prénoms. Et dans sa tête, cette voix. Est-ce qu'on peut payer plus tard? Maman est très malade. Il ne savait pas pourquoi ça le hantait. Il ne savait pas pourquoi il l'avait retenu. Hélène, dit-il en appelant son assistante. Découvre qui sont ces filles. Je veux savoir où elles vivent. Discrètement. Très bien, monsieur Carter. Juste trouve-les. Il raccrocha. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en lui avait bougé. Ce n'était pas de la douleur, ni de la pitié. Autre chose. Une chaleur oubliée. Pendant ce temps, les filles rentraient chez elles. L'une portait le kéfir, l'autre le pain. Leur pas était rapide mais discret. Dans leur cage d'escalier, ça sentait le brûlé et le savon. Elles montèrent jusqu'au 5e étage, ouvrirent la porte avec une clé, et entrèrent dans un appartement où seule une pièce était éclairée. Maman, on a tout acheté. Et il y avait un homme. La femme sur le canapé entr'ouvrit les yeux. Son front brillait de fièvre. Les filles s'assirent près d'elle en silence. Elles savaient que leur mère ne pourrait pas manger, mais il fallait juste être là. Il avait des yeux gentils, murmura l'une d'elles. À l'autre bout de la ville, l'homme aux yeux gentils regardait par la fenêtre et, étrangement, ne ressentait pas le froid. Juste une étrange angoisse. Et une décision. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait changer sa vie, mais quelque chose en lui l'avait déjà compris. Dylan relisait le dossier, l'esprit résistant. Les faits sur papier ne disaient rien sur ce qu'il avait vu la veille. Sur la voix posée des filles. Sur la façon dont l'une tenait la miche de pain comme un trésor. Il regarda à nouveau par la fenêtre. Son Pentouse dominait la ville. Ici, il n'y avait ni odeur de rue, ni cri d'enfant. Tout était absorbé par le verre et le silence. Et soudain, il comprit qu'il ne pouvait pas rester. Pas seulement savoir, il fallait agir. Il sortit sans garde, sans voiture. Il marcha, d'abord sur des trottoirs bien entretenus, puis sur des rues moins familières, aux façades décrépites, couvertes de graffitis.
La rue Henderson l'accueillit avec sa grisaille. Dans l'entrée de l'immeuble, ça sentait l'humidité. Sur le palier, des vêtements d'enfant séchaient. Il ne savait pas pourquoi il était venu, mais il savait qu'il ne partirait pas tout de suite. Elles étaient dans la cour. Des jumelles, en effet. Mais alors qu'hier elles semblaient encore des enfants, aujourd'hui elles paraissaient presque adultes. Elle ramassait des canettes en aluminium dans un sac, en silence, avec méthode. Il n'approcha pas tout de suite. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-il. Elles sursautèrent, se retournèrent. L'une, un peu plus courageuse, fit un pas en avant. « On les revend au recyclage. Ça paie un peu. Juste assez pour les médicaments. Maman va plus mal. » Il hocha la tête. « Je peux vous emmener et acheter ce qu'il faut. » Elle le regardait, méfiante, mais sans peur. Juste fatiguée. « Vous avez des yeux gentils, » dit l'autre fille. C'était comme un mot de passe. Comme si ces mots ouvraient une porte invisible. Ils partirent ensemble. Pharmacie. Épicerie. Thé chaud dans un petit café du coin. Elles mangeaient doucement, sans se jeter sur la nourriture, comme si elles avaient peur de montrer à quel point elles avaient faim. Il ne posait pas beaucoup de questions, il écoutait simplement. Elles parlaient peu. Comment leur mère était tombée malade. Comment elles avaient d'abord caché ça aux voisins, puis à l'école, puis à elles-mêmes. Comment elles savaient tout faire seules. Comment, la nuit, leur mère appelait des gens qui n'étaient plus là. Et elles avaient peur. Quand ils arrivèrent à la maison, il aida à porter les sacs. À la porte, une femme les attendait. Maigre, regard perçant, peignoir propre mais usé. « Vous êtes qui ?» Juste un passant qui n'a pas pu passer son chemin. Les riches n'aident pas les pauvres. Ils jouent au sauveur, dit-elle avec irritation mais aussi avec douleur. Il ne répondit pas. Il comprit que sa colère était de la peur, de l'incertitude, une volonté de protéger ses enfants de ce qui pourrait n'être qu'un espoir déçu. Il posa les sacs près de la porte, sortit de sa poche un petit morceau de papier. « Si vous avez besoin de moi, je suis à l'hôtel Brise. » Dylan Carter. Puis il partit sans attendre de réponse. Plus tard dans la nuit, il était de nouveau assis dans son appartement. Il n'avait pas allumé la lumière. Sur son téléphone, une vidéo envoyée par un partenaire d'affaires de Singapour, parlant d'une transaction imminente. Des millions, de l'ambition. Mais devant ses yeux, une autre image persistait, une petite fille dans une veste rapiécée disant « Vous avez des yeux gentils. » Il regarda à nouveau son appartement et comprit soudain, plus aucun endroit ici ne lui procurait de la joie. Tout y était, mais rien n'avait de sens. Il ne savait pas ce qu'il allait faire ensuite. Mais il savait désormais qu'il ne pouvait pas simplement oublier. Le lendemain, il y retourna. Le surlendemain aussi. Sans appel, sans plan, sans sécurité. Les gardiens commencèrent à le reconnaître. L'un d'eux lui demanda même. « Vous avez perdu quelqu'un ici ?» « Non, plutôt trouvé, » répondit-il sans le moindre sourire. Il revit les filles, parfois à la pharmacie, parfois avec leurs sacs devant le centre de recyclage. Il vit l'une d'elles se couper les doigts en sortant une canette d'une poubelle. L'autre recouvrir doucement sa main d'un mouchoir sans rien dire. Parfois, elle le remarquait, parfois non. Mais jamais elle ne s'enfuyait. Comme si sa présence faisait maintenant partie de cette nouvelle réalité. Pas une intrusion, mais une forme de constance. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda un jour Sarah. « Parce que vous ne l'avez pas demandé. »« C'est idiot. »« Je sais, » répondit-il en hochant la tête. « Mais je continue quand même. » Un soir, il osa enfin frapper à la porte. Longtemps. Sans savoir s'ils ouvriraient. Rachel ouvrit. Elle avait l'air épuisée, le visage pâle, des cernes sous les yeux, mais une voix ferme. « Nous avons tout ce qu'il nous faut. Merci pour la nourriture et les médicaments. Mais s'il vous plaît, ne revenez plus. Je ne veux pas m'imposer. Mais vous le faites. Nous devons apprendre à nous débrouiller seuls. Et si vous n'y arrivez pas? Alors il ne nous restera qu'une chose, la dignité. » Il hocha la tête et repartit. Mais cette fois, avec une compréhension plus profonde, elle ne demandait rien, elle se battait, même avec ses dernières forces. Cette nuit-là, il envoya un message court à Hélène. « Renseigne-toi.
Est-ce qu'on pourrait embaucher Rachel Winter pour un poste léger à l'Hôtel Breeze? Qu'elle pense que c'est juste un poste normal. La réponse arriva 10 minutes plus tard. On s'en occupe. Discrètement, sans détails inutiles. Pendant ce temps, les filles continuaient. Jour après jour, elles faisaient de leur mieux. Un jour, il vit Olivia devant la vitrine d'une librairie, regardant les contes de fées. Elle ne demandait rien. Elle regardait seulement. Le lendemain, un sac en papier attendait devant la porte, avec l'inscription « Juste pour lire ». Pas de nom. Juste un geste. À la 4e semaine, Dylan ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une sensation, non pas de douleur, mais de vie. Il cessa de suivre les marchés, annula un rendez-vous à Zurich. Il dit à son assistante « Je veux rester en ville. Longtemps. Jusqu'à ce que je comprenne la suite. » Une nuit, il se tenait près de la fenêtre de son appartement. Au loin, les rues s'illuminaient. Celles qu'il connaissait désormais. Henderson, bâtiment 15. Un endroit où les mots avaient un prix, et les actes un poids. Il se souvint alors que, quand il était petit, sa mère lui avait dit « Le plus difficile, c'est de ne pas perdre son humanité quand tout devient plus facile. » À l'époque, il n'avait pas compris. Maintenant, il commençait à comprendre. Le lendemain, il revint. Pas avec des cadeaux, juste pour être là. « Maman dort, » dit Sarah. « Mais elle va mieux. Vous voulez attendre? » « Je peux? » « Oui. » Ils s'assirent tous les trois dans la petite cuisine. La bouilloire siffla. Les filles débattaient de la bonne façon de mettre le miel, avant ou après le thé. « Vous avez déjà été un enfant? » demanda Olivia. « Oui, il y a longtemps. »« Et qui était là, pour vous? » Il se tut. Pas de réponse. Personne. Et à ce moment-là, elles semblèrent le comprendre plus profondément que quiconque dans toute sa vie d'adulte. Ce soir-là, avant de dormir, l'une des filles chuchota à l'autre. « Tu crois qu'il est vraiment resté? » « Je crois que oui. Il ne part plus avec ce visage-là. » Et de l'autre côté de la ville, un homme qui avait tout, pensa pour la première fois de sa vie. « Je ne monte plus. Je vais là où il y a du sens. » Il ne savait pas encore que bientôt viendrait une nuit où il devrait courir. Pas pour l'argent. Pas par devoir. Mais pour ceux qui étaient devenus plus proches de lui que quiconque en 30 ans. Cette nuit-là, la fièvre de Rachel remonta. Elle gémissait en dormant, se tenait la poitrine, respirait difficilement. Les filles lui posaient tour à tour un linge humide sur le front, tentaient de faire baisser la fièvre avec les derniers médicaments restants. « Elle ne se réveille pas, » murmura Olivia. « Ce n'est plus juste de la fièvre, » ajouta Sarah. Et dans sa voix, pour la première fois depuis longtemps, perça quelque chose d'enfantin. « On n'y arrivera pas. » Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Sarah se leva, ouvrit la fenêtre, inspira l'air glacé. « Tu te souviens? Il avait dit qu'on pouvait le trouver. »« Oui. »« Alors j'y vais. »« Dans quoi? »« Peu importe. » Sarah enfila son manteau par-dessus son pyjama, mit des baskets sans chaussettes, attrapa le bout de papier avec l'adresse de l'hôtel, et s'élança dans la nuit. La ville, à 7 heures, était différente. Silencieuse. Cruelle à cause du vent. Les phares découpaient l'obscurité. Les voitures sifflaient sur l'asphalte mouillé. Elle courait, ne distinguant presque plus le chemin. Un tournant, encore un. Un arrêt de bus où elles étaient passées une fois. Une plaque avec le logo de l'hôtel, lettres dorées. Les adultes passaient sans s'arrêter. Enfin, l'entrée. Le grand hall. Les portes vitrées. Le vigile allait parler, mais il vit ses yeux. Les mêmes que Dylan avait vus dans le magasin. Et qui le regardaient maintenant depuis l'autre côté du comptoir. J'ai besoin de lui. L'homme aux yeux gentils. 2 employés montèrent immédiatement au 5e étage. 10 minutes plus tard, la voiture filait dans la nuit. Dylan tenait la main de la petite fille. Elle tremblait. Pas de froid, mais de peur. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il. « Vraiment. » « Je ne savais plus à qui faire confiance, » murmura-t-elle. « Sauf, vous. » Quand ils entrèrent dans l'appartement, Rachel était inconsciente. Ses joues brûlaient. Sa respiration était saccadée. Dylan,
sans perdre une seconde, appela directement le médecin-chef d'une clinique avec laquelle il avait signé un contrat d'entreprise l'année précédente. En 15 minutes, l'ambulance était là. Il partit avec eux. Et resta. La clinique accepta la femme sans bureaucratie. Les médecins reconnurent son nom et acquiescèrent en silence. Il ne dit pas qui il était. Il demanda seulement. Faites tout ce que vous pouvez. Mais surtout vite. Les filles étaient assises dans la salle d'attente. Dylan avec elles. Il leur servit un chocolat chaud de la machine. Puis un autre. Puis acheta des sneakers. Elles n'avaient rien demandé. Mais elles les prirent quand même. 1 heure. 2. 3. Vous allez rester? Demanda Olivia. Même s'il lui demandait de partir, il avait dit simplement, je resterai. Il attendait qu'on lui dise qu'elle allait bien. Le matin, le médecin sortit en soupirant profondément. Une inflammation critique, la fièvre a dépassé les 40 degrés. Mais vous êtes arrivé à temps. Un peu plus tard, et on n'aurait pas pu la sauver. Il regarda les filles. Vous avez bien fait. Grâce à vous, votre maman est en vie. Sarah serra la main de Dylan fermement, non comme une enfant, mais comme une personne qui avait compris. Tout dépend de toi, mais parfois quelqu'un peut apparaître à tes côtés et t'aider, sans rien attendre en retour. Il passa les jours suivants avec elle. Les filles habitaient temporairement dans une chambre d'hôtel, pas une suite, mais avec une salle de bain, de l'eau chaude et une télévision, qu'elle n'allumait jamais. Elle préférait l'écouter lire. Il leur lisait des contes, pas ceux avec des princes et des châteaux, mais ceux où les héros ne renoncent jamais. Il leur apportait des livres, apprenait à jouer à des jeux de société. Un jour, maladroit mais en riant, il essaya de faire des crêpes. Ce n'était pas une grande réussite, dit Olivia. Mais on les a mangées quand même, ajouta Sarah. Parce qu'on sait maintenant qu'elles n'ont pas été faites par un cuisinier, mais par un humain. Il sourit pour la première fois depuis des jours, un vrai sourire. 1 semaine plus tard, le médecin annonça. Elle reprend connaissance. Dans quelques jours, vous pourrez lui parler. Il ne savait pas comment elle réagirait. Allait-elle encore le repousser? Mais cela n'avait plus d'importance. Il n'était pas venu pour qu'on le remercie. Il ne pouvait tout simplement plus ne pas être là. Le soir, quand les filles dormaient, il restait assis dans le couloir de la clinique, buvait un café médiocre et regardait par la fenêtre. L'aube commençait à poindre, et cette lumière ressemblait à un commencement. Il sortit son téléphone, écrivit à Hélène. Je crois que je comprends maintenant. Tout ça, ce n'est pas pour le business ou les chiffres. C'est pour ce sentiment, celui d'être utile. Il n'attendait pas de réponse. Il regardait la ville où il avait vécu 30 ans, et pour la première fois, il ne se sentait plus seul. Rachel sortit de la chambre le 3e jour. Faible, en pyjama d'hôpital, les cheveux attachés en un chignon lâche. Elle le vit immédiatement. Il était assis dans le couloir avec 2 couvertures, l'une sur ses genoux, l'autre recouvrant Sarah qui dormait à côté. « Vous êtes encore là ?» dit-elle, plus étonnée que questionnant. Il hocha la tête. « Je suis resté, parce que quelqu'un devait l'être. Vous avez votre vie, vos affaires. Je ne suis plus si sûr. » Elle s'assit à côté, épuisée. « Je n'aime pas me sentir redevable. Je ne vous demande ni merci, ni confiance. » Alors quoi? Il resta silencieux. Pour qu'un jour, vous croyez que l'aide, ce n'est pas de la pitié. C'est simplement être là, quand il n'y a nulle part où aller. Elle fut autorisée à sortir 2 jours plus tard. Il va les chercher. Pas en voiture avec chauffeur, mais en taxi. Un vieux taxi, un peu poussiéreux. Parce qu'il voulait que ce ne soit pas un geste, juste un retour à la maison. Elle resta silencieuse pendant le trajet. Les filles papotaient à l'arrière, comme si les jours difficiles n'avaient jamais existé. Puis un instant changea tout. Sarah posa sa tête sur l'épaule de sa mère et murmura. « Il est resté, maman. » Rachel ne répondit pas, mais elle regarda dans le rétroviseur. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. 1 semaine plus tard, il frappa de nouveau à leur porte. « Pardonnez-moi de revenir, dit-il. Je voulais vous proposer un travail. Je ne peux pas pour l'instant. Il faut que je me rétablisse. Je comprends. Je ne suis pas pressé. Quand vous serez prête. Quel travail? Réceptionniste à l'un des étages du Brise. Ce n'est pas physique, horaire flexible,
avec couverture sociale. Parce que vous me plaignez. Parce que vous méritez une chance. Pas pour le passé, mais pour la façon dont vous vivez aujourd'hui. Elle le regarda longtemps. Je ne veux pas juste survivre. Je veux vivre avec dignité. C'est exactement le sens de ma proposition. Elle se présenta à l'entretien 2 semaines plus tard. Personne à l'hôtel ne savait que c'était à la demande du propriétaire. Tout se passa comme pour tout le monde. Formulaire, brève formation, uniforme, travail en équipe. Elle s'en sortait calmement, efficacement, sans traitement de faveur. Il ne s'en mêlait pas. Parfois, il passait discrètement dans le hall, la regardait parler avec les clients, écrire dans son registre, voir les filles courir dans les couloirs doucement, presque à chuchoter, pour ne déranger personne. Une fois par semaine, il leur rendait visite. Pas avec des cadeaux, mais avec lui-même. Il leur lisait des histoires, jouait. Un jour, il répara le robinet. Un autre, il apporta une lampe. Vous n'avez pas peur qu'un jour, on disparaisse, et que tout ce que vous avez fait ait été pour rien? Demanda Rachel un jour. Si même un seul jour avec vous était vrai, alors ce n'était pas pour rien. Les semaines passèrent. Puis les mois. Il devint une partie de leur vie. Ni le centre, ni un bienfaiteur, ni un invité. Juste une partie. Il avait même sa propre tasse dans la cuisine, avec une inscription maladroite au feutre, l'homme aux yeux bienveillants. Un jour, il retourna dans son Penthouse. Il était tard. Dehors, la ville brillait comme toujours. Mais à l'intérieur, c'était toujours aussi silencieux. Il fit le tour des pièces, s'arrêta devant la grande baille vitrée, regarda en bas. J'ai tout construit, dit-il à voix haute, sauf une maison. Du silence. Un écho. Il ouvrit le placard. Des costumes qu'il ne mettait plus. Des étagères remplies de montres qui n'avaient plus aucun sens. Il pensa à la petite fille en pyjama courant à travers la ville la nuit. À Rachel, si faible, mais qu'il avait repoussée pour ne pas dépendre. À la bouilloire sifflant dans leur petite cuisine, quand ils avaient mangé des crêpes ensemble pour la première fois. Dans ce Penthouse, il y avait tout sauf la vie. Il comprit alors que revenir, ce n'était pas revenir à un lieu, mais à des gens. Depuis ce jour, il devint simplement Dylan. Ni Monsieur Carter, ni investisseur, ni propriétaire. Juste celui qui n'est pas parti. Parfois, le soir, ils s'asseyaient tous près du chauffage, regardaient par la fenêtre. Les filles se disputaient pour savoir quelle étoile était la leur. Et lui, il écoutait en silence. Parce que pour la première fois en 30 ans, il n'avait pas besoin d'être entendu. On l'acceptait. Et il savait qu'il était chez lui.